Nous allons utiliser une technique un petit peu différente. Les gens ont accepté de partager leurs expériences. Au tout début, ils vont faire une présentation de 2 minutes de chacune de leurs organisations et ensuite, ils vont répondre à tour de rôle à nos questions. Alors, je vous invite, Madame Verrier, à faire votre présentation. Merci. Alors, un défi de présenter ça en 2 minutes. Alors, merci. Bonjour tout le monde. Moi, je vous présente l'École de l'innovation citoyenne, EIC. C'est une initiative de l'ETS qui a suivi une démarche bottom-up pour son développement et qui a été lancée l'année dernière, en 2013. Un mot simplement sur l'ETS, l'École de technologie supérieure, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une école d'ingénieurs qui compte près de 8 000 étudiants à Montréal et qui diplôme un ingénieur sur 4 au Québec. Alors, l'EIC pour l'ETS, c'est un peu cette passerelle qui va vers l'innovation sociale. Alors, nous, on est dans l'action. Alors, on est en quelque sorte une application concrète de ce que le professeur Klein nous enseigne. Je salue au passage, je le remercie. Alors, nous sommes dans l'action et nous faisons des projets dans le quartier de l'innovation, c'est-à-dire dans le sud-ouest de Montréal, autour de l'ETS, pour améliorer la qualité de vie. Alors, nous le faisons selon un processus de co-création et nous nous concentrons sur les défis urbains. Alors, nous répondons aux enjeux sur ce territoire en faisant des projets avec les organismes du milieu. Le processus que nous mettons en place, c'est justement un processus qui va des défis aux solutions et qui est fait dans une dynamique de changement. Alors, les étudiants sont au cœur de ces projets. Ils organisent des séances de créativité, donc on fait la co-construction à ce niveau-là. Donc, en premier lieu, dans notre processus au début, on fait des séances de créativité qui amènent à explorer des solutions avec les citoyens, les experts, les professeurs, les étudiants. Après quoi, les étudiants vont travailler sur des concepts et proposer des solutions. Et on avance comme ça jusqu'à ce qu'une solution soit finalement mise en œuvre par l'organisme qui est le porteur du projet. Alors, ce qui est intéressant au niveau des croisements que nous faisons, c'est que nous, à l'École de l'innovation citoyenne, nous organisons les équipes et ça dépasse les frontières de l'ETS parce que nous amenons les étudiants, non seulement de l'ETS, mais également ceux de l'Université McGill, du Collège Dawson et du Cégep André-Laurando. Et nous formons des équipes interdisciplinaires entre les étudiants. Ensuite, donc ça, c'est un premier niveau de croisement. Ensuite, nous avons aussi des interactions avec les organismes du milieu, les citoyens. Alors, un autre niveau de croisement dans nos projets. Un exemple de projet que nous avons réalisé, en fait, on n'a qu'une seule année d'existence, mais on a quand même certaines réalisations. Dans le Sentier de la Bourgogne, un projet avec la Coalition de la Bourgogne pour revitaliser un sentier et relier des parcs et amener des nouveaux concepts d'aménagement. Nos étudiants ont travaillé à ce niveau-là en co-création et nous avons donc des concepts qui sont en train d'être réalisés à l'arrondissement du Sud-Ouest qui va réaliser le projet en 2016. Merci, Madame Verrier. C'était tout un défi de présenter une organisation en 2 minutes, mais ils vont bien y arriver. Monsieur Van der Straten. Oui, donc bonjour. Donc, Olivier Van der Straten donc de Belgique. Voilà, je vais vous présenter en 1 minute mes 2 casquettes. Effectivement, donc je travaille au bureau de transfert de l'Université de Liège. Voilà, dont les missions sont les missions classiques d'un bureau de transfert. Donc voilà, d'une part, ce qu'on appelle plus l'Innovation Boost, et donc c'est finalement organiser toute une série d'événements de maillage, le marketing de nos compétences, et finalement voilà, faire en sorte que les gens se rencontrent. Puis alors le volet plus de management du transfert de la connaissance. Donc on travaille le licensing, les spin-offs et les projets partenariaux. Voilà, une particularité en région wallonne en Belgique, c'est la mise en réseau des bureaux de transfert au travers de la structure qui s'appelle LIEU, donc LIEU pour liaison entreprise-université, dont les objectifs finalement de travailler ensemble entre universités, c'est de consolider l'offre et donc éviter peut-être à un partenaire de devoir faire le tour de toutes les universités, mais d'offrir une espèce de guichet unique, de mutualiser toutes ces compétences et d'en faciliter l'accès. On se connaît entre universités et on s'apprécie. On coordonne nos actions. On a certains projets mobilisateurs comme l'édition commune de cahiers de laboratoire, de logiciels de gestion de projets de valorisation. Et ça, c'est important tout en préservant l'autonomie des institutions.
Donc le réseau lieu n'est pas un organe central de transfert. Chaque institution reste bien autonome sur ces sujets, mais on travaille ensemble dès qu'il y a une valeur ajoutée pour le faire. C'est important de signaler au niveau du financement. Donc depuis l'idée en fait, du réseau lieu en 1997, voilà, l'idée a fait son chemin. Il y a d'abord eu une reconnaissance officielle auprès du conseil directeur de l'existence de ce réseau. Et depuis en fait 1998, on a eu un premier financement d'un projet qui s'appelle Mirval pour mise en réseau de la valorisation. Et donc une force qu'on peut avoir par rapport à nos camarades du réseau Curie en France ou les Bleus ici au Québec, c'est qu'on a effectivement été financés pour travailler ensemble. Et donc voilà, on a au moins eu cette chance qui nous permet aujourd'hui d'avoir un réseau qui est reconnu et très actif. J'en dirai un petit mot un petit peu plus tard pour rester dans le temps imparti. Parfait, merci beaucoup. Pour rester proche des préoccupations, le réseau est subdivisé en groupes de travail thématiques. Donc effectivement, donc on a un groupe matériaux, un groupe TIC, un groupe bio, etc. Mais le petit dernier, c'est le groupe sciences humaines et sociales, voilà, dont j'ai effectivement le plaisir de faire partie. J'expliquerai ça un peu plus tard. Merci, M. Van der Straten. Je passe maintenant la parole à M. Rigaud. Donc moi, je représente une SAT, Société d'accélération du transfert de technologie. Tous les mots sont importants. C'est un dispositif qui est issu des investissements d'avenir de l'État français. On est un certain nombre en France à avoir été créé à ce moment-là. Société, donc on est une société privée à capitaux 100% publics, puisque vous voyez que nos actionnaires sont les universités et le CNRS, l'Université de Toulouse représentant les écoles d'ingénieurs et les universités de Midi-Pyrénées, et puis l'État au travers de la Caisse des dépôts. Accélération, donc l'objectif c'est d'accélérer les transferts de technologies, donc à destination essentiellement des entreprises, mais également un peu plus largement du monde socio-économique et culturel, quand les opportunités y sont. Donc notre enjeu, effectivement, c'est de valoriser la recherche publique de Midi-Pyrénées vers les entreprises. Pour cela, en fait, on couvre un besoin qui avait été identifié précédemment, qui était un besoin de transformation des résultats de recherche dans quelque chose qu'une entreprise... alors je parle d'entreprise pour simplifier, après je changerai de mot parce que je sais que ce n'est pas le vocabulaire qu'il faut utiliser ici. Mais des entreprises vont avoir besoin pour pouvoir récupérer ces résultats de recherche et en faire quelque chose rapidement, d'autant plus lorsqu'elles sont des PME, des petites entreprises qui n'ont pas les ressources internes pour faire les développements complémentaires. Elles vont avoir besoin de quelque chose qui soit très finalisé, très proche de ce qu'elles vont pouvoir en faire derrière. Donc nous avons eu des ressources très significatives, 70 millions d'euros pour 10 ans, et nous les utilisons essentiellement pour protéger, pour mener des preuves de concept, c'est ce que je viens de dire, et puis pour transférer. Notre enjeu, c'est effectivement de transférer, de créer de la valeur pour ces entreprises, donc c'est clairement l'orientation que nous avons, et puis de dérisquer le transfert pour elles. L'enjeu qui va derrière, c'est qu'il y aura des retours à la fois économiques, mais également de notoriété et d'impact pour la recherche, mais c'est un enjeu de deuxième niveau. Merci beaucoup, M. Rigaud. Maintenant, je passe la parole à M. Gagnon. Bonjour, je travaille au CIRAD, qui est le Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable. Le CIRAD, c'est un centre collégial de transfert de technologie, qui est un CCTT, qui est situé, un CCTT spécialisé en pratiques sociales novatrices, donc un CCTT PSN, situé à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie, donc un des campus du Cégep de la Gaspésie et des Îles. De manière générale, les CCTT ont été créés par le gouvernement du Québec au début des années 80 et le but explicite, c'était de satisfaire aux besoins des entreprises sur le plan de la main-d'œuvre spécialisée, de la recherche appliquée et de l'aide technique. Mais pour les CCTT PSN, il y a aussi un côté plus social. Les CCTT vont remplir leur mission de 3 différentes manières. Par exemple, le soutien technique, soit le transfert de savoir et de savoir-faire, le développement technologique, soit la conception, la réalisation ou l'amélioration de produits, et aussi l'information et la formation, soit par le développement d'une formation sur mesure, les suivis et les évaluations post-formation. Il existe actuellement 46 CCTT, 46 CCTT technologiques et 6 en pratiques sociales novatrices. Il y a environ 1000 experts qui travaillent dans le réseau. Et puis le niveau qui sont tant chercheurs, ingénieurs que technologues. Et puis le niveau de spécialisation varie de technique spécialisée à doctorat.
Le CIRAD, la création du CIRAD a été stimulée par un ensemble de constats, dont l'un des principaux était le manque de ressources dans la région pour soutenir la recherche et aussi le manque d'intérêt chez les jeunes en ce qui concerne la recherche scientifique. Les principaux objectifs du CIRAD, en quelques mots, c'est d'offrir un service de soutien et d'accompagnement en recherche scientifique aux organismes de la région, donc en Gaspésie, et aussi contribuer à la formation des élèves. Et c'est de mener des projets de recherche en lien avec les besoins du milieu, en impliquant autant que possible les jeunes du campus de Carleton-sur-Mer. Le CIRAD a 10 employés, un directeur général, un directeur de recherche, des chargés et professionnels de recherche et une agente de bureau. Et puis, le CIRAD est impliqué dans des différents projets, tant à l'échelle locale, provinciale qu'internationale. Merci. Merci beaucoup, M. Gagnon. Et enfin, M. Simoneau. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je viens ici surtout aujourd'hui pour vous parler. Je vais vous parler d'abord d'Univalor, l'organisme que je dirige. Et Univalor, c'est une boîte de commercialisation classique, de valorisation classique, c'est-à-dire que la façon de fonctionner souvent est de prendre des brevets et de les valoriser et d'essayer d'en vendre des licences ou d'établir des entreprises basées sur ces brevets. En sciences sociales, l'approche est souvent différente. Alors, je vais aussi vous parler surtout de notre outil qu'on a pour faire le travail avec les sciences sociales, qui est Evalorix. Alors, Univalor, qui est la maison mère, est financée par 9 établissements membres. On l'a dit tantôt, l'Université de Montréal et à peu près tout ce qui gravite autour, incluant l'École polytechnique et les HEC. C'est un portefeuille d'environ 526 millions de dollars de recherche par année. Et c'est ça qui est la base du concept, c'est qu'avec cette masse de recherche énorme, il y a parfois des innovations qui percolent, qui peuvent avoir un impact dans la société en autant qu'elles sont préparées pour être transférées à la société. Alors, je vous l'ai dit, souvent des brevets, souvent des licences, SMH d'entreprise, mais un grand pan de ce qui se fait en recherche était mal desservi par cette approche-là. Alors, Univalor a créé le site, la plateforme de transactions en ligne Evalorix, ce qu'on vous montre surtout sur le tableau, là. Et Evalorix est là pour transférer tout ce qui peut être sur un support web, tout ce qui est sur un support numérique. Alors, vous pouvez penser à des études de cas, à des livres, des guides, des questionnaires, des rapports, des méthodologies, même des logiciels ou des apps qui peuvent être mis sur Evalorix. Présentement, il y a environ 300 produits qui sortent de 58 instituts de recherche. Notre empreinte est beaucoup plus large avec Evalorix que Univalor. Evalorix, c'est l'ensemble du Québec présentement qui peut lister ses produits, ou presque. Là, on est encore à finaliser les ententes avec certains, qui peuvent lister leurs projets sur Evalorix. Et notre but, c'est de diffuser dans toute la francophonie mondiale. Tout d'abord, on a quelques produits en anglais, mais l'emphase est surtout sur les produits en français. Et ces produits-là sont diffusés souvent pour une grande partie du produit gratuitement et parfois pour certains produits, dépendamment si jugé qu'il y a une valeur monétaire. Un livre, par exemple, il y aurait une valeur monétaire. Comme vous avez sur les App Store, en passant, là, on peut en prendre un extrait, le lire. Si on est satisfait, on pense que ça peut nous être utile, on pèse le petit bouton et avec notre carte de crédit, on peut payer. Des produits qui ne sont pas tellement chers la plupart du temps. Alors, vous avez sur l'écran quelques exemples concrets de ce qui est... en bas à gauche, là, on a un Apps qui est en vente sur le App Store de Apple, sur le Google Play, et qui permet d'évaluer des troubles de communication, l'app iMEC, qu'il s'appelle. Vous avez un petit peu en haut un guide, programme psychoéducatif pour aider les gens qui sont des aidants à des gens qui sont en début de maladie d'Alzheimer. Il y a Gestion Evalorix qui a toute la banque de données des études de cas des HEC. Le HEC enseigne beaucoup par études de cas. Vous savez qu'aux États-Unis, plusieurs universités le font aussi. Ils ont des cas en anglais et américain. La particularité, c'est qu'au HEC, on a fait des études de cas qui sont plus locales d'ici. Et un grand intérêt à l'extérieur du Québec, à l'extérieur du Canada, pour ces cas-là, parce qu'ils se sentent obligés parfois d'enseigner avec des cas américains, et ça donne une saveur différente. Alors, on en vend plusieurs, et on est maintenant la plateforme aussi pour que les étudiants d'HEC achètent les propres cas pour leurs propres cours. Alors, c'est nous qui gérons ça via la plateforme.
Alors, c'est la raison principale d'être ici. Pensez-y un peu dans vos propres travaux. Il y a peut-être des choses qui pourraient être intéressantes à partager avec la communauté. Parfois, un écrit ne mérite pas, ou des travaux ne méritent pas une publication scientifique, mais néanmoins, on se dit que ça pourrait être très utile à la société. Alors, c'est un endroit pour diffuser l'information. Parfait, merci beaucoup. Et je suis certaine que vous pensiez également que parfois ça vaut la peine de publier et ça peut avoir des retombées. Dans tous les cas de figure, au fond, ce que vous dites, c'est que la porte est ouverte, même si ça ne respecte pas les critères traditionnels académiques. Une publication scientifique, oui. Il ne faut juste pas que les droits d'auteur appartiennent à d'autres. Ça, c'est important de le préciser. Parfait, oui. Merci beaucoup. Alors, je vous disais qu'ils réussiraient à nous faire une synthèse en 2 minutes. Ils ont réussi. Merci infiniment. Maintenant, je suis certain qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui sont curieux de voir quels sont les défis que vous avez eus à relever comme organisation, mais surtout quelles sont les stratégies que vous avez mises de l'avant. Vous êtes des organisations innovantes. Il n'y avait pas une longue tradition. Alors, j'aimerais vous entendre à ce sujet-là. D'accord. Madame Berrier. Oui. Alors, en fait, vous savez qu'au 21e siècle, les défis auxquels nous faisons face sont complexes et je crois que la co-construction, le partage des savoirs, c'est indispensable pour pouvoir trouver des solutions globales, pratiques et durables à ces défis. Et nous avons notre contribution modeste, mais qui est pleine d'espoir et d'ambition. Et nous avons évidemment une très, très bonne réponse du côté des étudiants, quoiqu'encore nous n'avons pas d'activité créditée pour reconnaître leur implication, ce qui va bientôt changer. Mais alors, une très bonne réponse. On a aussi des organisations dans le milieu. On a des citoyens qui sont au rendez-vous. Nous avons peu de chercheurs. Et je pense que c'est important pour les chercheurs de trouver les moyens de joindre ces processus de co-création pour trouver des solutions. C'est essentiel. Et on a parlé ici des difficultés qui sont liées au système d'évaluation des professeurs. Mais il faut absolument que collectivement, on trouve la façon de faire en sorte que les chercheurs puissent s'associer davantage dans le transfert des connaissances, mais aussi dans la participation de la co-construction avec l'ensemble des acteurs. Donc, c'est ça, en fait, c'est un désir que nous avons et comme stratégie, je ne crois pas qu'une personne seule ou qu'une organisation seule peut trouver les solutions. Je crois que ça fait partie collectivement une recherche de solutions. J'ai quand même, avec les gens autour de moi, discuté et nous, on pense que créer peut-être une communauté de pratique sur les différents enjeux pourrait amener peut-être un plus grand nombre de professeurs en dehors, en fait, c'est vraiment dans l'intérêt, si ça correspond aux intérêts scientifiques et donc des chercheurs, cette communauté de pratique pourrait être un nouveau réseau et donc peut-être amener la participation des chercheurs à nos processus de co-création. Merci. Voilà. Quelqu'un d'autre veut intervenir sur cette question-là? Monsieur Rigaud? Oui, on a créé une structure qui est extrêmement, pragmatique, proche du terrain, proche du transfert. Donc là, tout le défi, c'est effectivement de voir comment nous pouvons traiter les sciences humaines et sociales. Alors, je vous rassure, on ne peut pas tout faire. Voilà. Et il y a certains chercheurs qui sont très satisfaits de ça, d'ailleurs. Et puis d'autres qui recherchent, justement, à faire des transferts et qui ne savent pas du tout comment le faire. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'on a tout entendu. Hein, ceux qui veulent du transfert, ceux qui n'en veulent pas, ceux qui veulent matérialiser, ceux qui pensent que ce n'est pas possible, etc. Notre rôle, notre défi, c'est d'essayer, puisqu'on a une mission extrêmement réduite, c'est d'essayer de matérialiser, à chaque fois que possible, des résultats de recherche de sciences humaines et sociales. Alors en fait, c'est souvent possible. On peut penser le contraire, mais c'est souvent possible. On a plein d'exemples. On a développé, par exemple, des atlas géographiques visiotactiles pour les personnes malvoyantes. Voilà, donc on peut diffuser un atlas. Bien sûr, le domaine des logiciels, on en a parlé ce matin, est une solution de matérialisation des sciences humaines et sociales extrêmement maintenant pratiquée. On a, par exemple, des systèmes d'aide à la décision pour des problématiques de pouvoir dans des
collaboration complexe. Le chercheur a mis ça au point. Finalement, il l'a traduit dans un logiciel. On peut matérialiser aussi par des procédés. Alors, moi qui suis chimiste, je sais bien ce que c'est qu'un procédé. On peut matérialiser notamment la pédagogie, les systèmes de formation. On a un cas précis de formation en langue française pour les migrants, pour lequel on a construit un procédé qui permet à des futurs formateurs d'être formés à cette méthode. On a aussi des mallettes qui sont chères au CLIP. Le CLIP a développé des mallettes également en son temps sur les bébés secoués, je crois. À Toulouse, on a travaillé sur des mallettes pour la détection précoce comment on appelle ça, de violences conjugales. Voilà. Alors c'est des kits, c'est des témoignages filmés, c'est un support écrit, c'est souvent des petites... là, c'est pour détecter les violences conjugales chez les enfants, enfin, vues par l'œil des enfants. Donc on a effectivement des jouets, des systèmes de marionnettes qui vont permettre aux enfants d'évoquer ce sujet-là. Donc ça encore, c'est matérialisé. On a matérialisé aussi des échelles d'évaluation, etc., etc. Donc il y a cette partie-là, matérialisation des sciences humaines sociales, c'est beaucoup plus possible qu'on ne l'imagine au départ. Et puis il y a une deuxième forme de matérialisation qui, je sais, est un sujet sensible, c'est le sujet de la propriété intellectuelle. Alors, il ne s'agit pas là de parler de brevets, mais souvent de droits d'auteur sur les logiciels, qui sont des choses importantes. Et puis, nous, on croit beaucoup aussi à l'effet de la marque. La marque, qui est un titre de propriété intellectuelle industrielle, qui peut être extrêmement efficace quand, finalement, on n'a rien à matérialiser, mais que l'on peut promouvoir cette marque. Pas forcément pour de l'argent, hein, l'enjeu c'est pas forcément de l'argent, mais c'est plutôt de la notoriété. Donc à chaque fois qu'on le peut, on fait ça. Merci. Monsieur Van der Elstraten. Oui, pour compléter, donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc, au sein du Réseau Lieu, il y a un groupe de travail sciences humaines et sociales. Je vous ai dit tout à l'heure voilà, qu'effectivement on a du financement pour travailler en réseau. Voilà, il faut regretter qu'au début de la programmation, donc en 2008, les sciences humaines et sociales en étaient exclues. Mais bon, c'est pas trop grave, on l'a fait quand même, à partir de 2010. Et puis, on a essayé de faire comme les collègues, finalement, transfert technologique et d'adapter les mêmes méthodes, je dirais, qui sont peut-être plus celles, justement, de la matérialisation. Puis on s'est vite rendu compte, en fait, qu'il y avait peut-être aussi autre chose, et ça nous a amené un peu à réfléchir ce que c'était que le transfert en SHS. Donc effectivement, on essaye maintenant de scinder un petit peu les deux, même si voilà, c'est difficile de mettre des frontières, mais effectivement un volet plus push, je dirais, où voilà, comment peut-on transférer des résultats en SHS. Un deuxième volet push, ce serait aussi voilà, un côté d'innovation technologique, comment est-ce qu'on peut la compléter aussi avec une action des sciences humaines, où une innovation technologique voilà, touche aussi souvent à de l'organisation, à des relations entre personnes, etc., ou la santé. Donc voilà, c'est intéressant de compléter aussi par un truc un peu plus multifacette, je dirais. Mais surtout, on a voulu, voilà, dans notre programme de travail, inclure aussi une troisième dimension sur un axe différent que techno ou non techno, mais qui est celle effectivement de l'innovation sociale. Et là, voilà, se pose encore aussi beaucoup de questions pour nous, comment on va pouvoir concrètement accompagner ces projets. Puisque, voilà, au travers des exposés qu'on a déjà vus pendant la journée, il y a un caractère beaucoup plus itératif, participatif. Et donc voilà, des projets aussi plus sur la longueur. Voilà, on apprendra en même temps que les chercheurs à les accompagner le mieux qu'on peut, je dirais, sur ces thématiques. Parfait. Oui. Monsieur Gagnon. Oui, je dirais que, mis à part la question du financement des projets, il peut y avoir un ensemble de facteurs qui peuvent influencer la capacité d'innovation des organisations, comme le CIRAD, par exemple. Il y a une récente revue de la littérature qui en mentionnait quelques-uns, qui regroupait en trois groupes. En premier lieu, il y avait les facteurs individuels, donc la personnalité des individus, les facteurs qui vont affecter les équipes de travail, donc la structure de l'équipe, l'état de relation dans l'équipe, et puis également les facteurs organisationnels. On peut penser plus précisément à l'ouverture des organisations par rapport à l'innovation elle-même. À titre d'exemple, au CIRAD, présentement, on est en train de développer un partenariat avec le réseau Univoc-Bonn pour tester le niveau de transférabilité d'un module de transférabilité des connaissances. Ça ressemble un peu à ce qui était mentionné plus tôt. Et puis, donc, le réseau Univoc s'intéresse au module d'aide aux collectivités du CIRAD
parce qu'elle permet d'unir des thèmes qui sont chers au réseau Univoque, donc éducation technique, développement durable, transition vers le marché du travail. Puis dans le cas de cette initiative, le défi consiste à surmonter un ensemble de difficultés. Donc, c'est la réceptivité et la motivation des acteurs clés, donc des gens qu'on ne connaît pas nécessairement, mais avec qui on va être appelé à travailler. Il y a aussi une compréhension commune des objectifs du projet. Il y a une culture organisationnelle soutenant les pratiques innovantes et aussi la volonté de ces gens-là d'investir du temps et des ressources pour mener à terme ce projet. Donc, en peu de mots, on peut juste dire que ce n'est pas à cause que lors du transfert d'une pratique innovante, si jamais ça ne réussit pas, ce n'est pas nécessairement à cause de la valeur viciée ou non performante de l'innovation, mais ça peut être aussi le milieu récepteur qui n'est pas apte ou qui n'est pas capable de livrer la pratique comme telle. Bien, merci. Monsieur Simoneau, voulez-vous ajouter quelque chose? Oh, juste quelques mots. Nous, il y a 2 défis importants. Le premier, c'est de rejoindre le chercheur pour réussir à avoir du matériel à mettre sur la plateforme. Nous sommes souvent vus comme valorisateurs classiques, je l'ai dit tantôt, avec des brevets où il y a des gros dollars d'impliqués. Et dans le fond, dans ce genre de valorisation, c'est plus une question de dissémination. Il y a du droit d'auteur, il peut y avoir des échanges d'argent, mais des petits montants, et de sensibiliser les chercheurs au fait que c'est disponible et que ça existe. Alors, c'est notre premier enjeu, je crois, qui est important. Le deuxième, c'est pas parce qu'on met une plateforme sur le web que le lendemain matin, il y a des millions de gens qui regardent ce que vous avez sur le web. Souvent, le lendemain matin, il ne se passe rien. Il y a 3 hits parce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui est allé voir. Et ça prend un certain temps à animer cette plateforme-là. Alors, c'est attirer l'attention sur le web, où il y a énormément d'informations. C'est de faire en sorte que notre site est reconnu par les moteurs de recherche et trouvé par les moteurs de recherche, jouer avec les mots-clés, animer tout ça avec un blog, animer tout ça avec des articles. Quand on sort, on en parle. Les gens, souvent, le lendemain, vont aller voir. Probablement que si j'ai fait un bon travail aujourd'hui, dans les 4 jours prochains, là, il va y avoir une 50aine de personnes de la salle qui vont avoir été voir le site pour voir ce que c'est. Alors, c'est important de l'animer. Puis tout ça, plus de produits fait en sorte qu'il y a plus de gens qui vont le voir. La roue tourne et fait boule de neige si on parle de nos saisons qui s'en viennent. Alors, c'est ça les 2 défis principaux. Merci. Donc, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'au niveau des grands défis, il y a les intrants. D'abord, les chercheurs. Il faut attirer pour faire du transfert de connaissances, faire de la mobilisation. Il y a des difficultés qui sont liées aux critères d'évaluation de ces chercheurs-là. Une des voies possibles serait de créer des communautés de pratique pour voir de quelle façon les uns et les autres vont aller chercher les producteurs de connaissances pour les intéresser à ce que vous faites comme tel. Ce que j'entends aussi, qu'un autre défi, c'est vraiment le processus. Alors, comment est-ce qu'on va... Lorsque on est une organisation de valorisation, on a besoin d'extrants et il faut transformer, dans certains cas, les connaissances qui nous sont transmises. Et lorsqu'on doit faire une mise en marché, il y a une matérialisation à faire, et cette matérialisation peut prendre différentes formes sur le web ou encore avec des mallettes ou des guides de pratique. Encore, c'est un terme qu'on utilise de plus en plus en sciences humaines et sociales. Puis il y a les extrants. Comment s'assurer que le milieu est ouvert, réceptif? Comment on peut également, dans certaines circonstances, par co-construction, aller les chercher pour travailler à cette matérialisation-là, en les valorisant, en s'assurant qu'ils entendent le même message, qu'ils partagent la même vision, ça peut être utile. Et je retiens également de M. Simoneau toute la question de la mise en marché et du marketing, qui sont souvent des mots tabous en sciences humaines et sociales. Il ne s'agit pas, on s'entend bien, de manipuler d'éventuels utilisateurs, mais essentiellement de s'assurer qu'ils reçoivent le message. C'est ce que j'entends dans ce que vous dites. Maintenant, je sais que vous existez depuis un certain nombre d'années. Ça varie selon les organisations. On a parlé tout à l'heure d'un gros document qui a été publié par le CRSH pour mesurer l'impact de la recherche ou les retombées. Chez vous, quelles sont les retombées que vous avez observées et de quelle façon est-ce que vous y êtes pris pour voir ces retombées-là? Et je vous inviterai à donner quelques exemples. Monsieur Simoneau? Pour poursuivre... retombées, écoutez, c'est les documents qui sont lus. On en est rendu maintenant de l'ordre de 5000 personnes par mois qui viennent voir notre site, puis c'est pas juste un petit clic puis en sortir immédiatement, c'est de passer un bout de temps et lire le document sur le site. Alors, à 5000 par mois, c'est beaucoup plus que les quelques hits qu'on avait par
jours des premiers jours. Il y a des ventes, il y a des documents qui sortent, il y a des choses qui se font. Ce n'est pas encore un succès commercial, là, rassurez-vous. C'est très difficile à atteindre un succès où vraiment l'organisation pourrait faire ses frais. Pour l'instant, on a 2 personnes et quart, 2 personnes et demie qui travaillent sur ça pour essayer de l'alimenter. Alors, nos succès se mesurent en nombre de visées sur le web, en nombre de ventes. Bien sûr, on tient compte des ventes, des dollars que ça accumule. Mais il y a d'autres retombées. C'est qu'il y a certaines des innovations qui ont été mises sur ce site-là qui ont fait parler d'eux ailleurs. Soudainement, il y a eu des articles dans le New York Times sur une chose qui était là-dessus. Il y a eu des articles dans le Huffington Post américain sur des articles qui étaient là-dessus. Et les chercheurs impliqués étaient extrêmement contents de voir qu'on avait parlé de leurs travaux dans une plateforme comme ça, dans des grands médias mondiaux, basés sur le simple fait que c'était installé sur le web. Et le site est construit justement pour que, lorsqu'on voit un travail, on est intéressé par le travail de cette personne-là, de ce chercheur-là, on peut cliquer « Chercheur », on a la liste des autres travaux. On a la photo, on a un site, on a les explications sur ce qu'ils font dans leur carrière. On essaie d'alimenter la carrière et la notoriété du chercheur concerné par le fait qu'il y a cette plateforme-là aussi. Ce qui peut être un moyen pour aller les chercher. C'est un moyen d'aller les chercher. C'est un moyen que, pour eux, ça devient complémentaire aux autres activités qu'ils font. Puis la notoriété, pour un laboratoire de recherche, bien, c'est toujours bon quand il vient le temps d'aller chercher d'autres octrois de recherche par la suite. Oui.